5 ans après les troubles ayant renversé le régime de Zine El Abidine Ben Ali, la Tunisie vit depuis quelque temps une vague de protestations sociales. Quelques 538 individus ont été impliqués dans des actes de violence, de vandalisme et de pillage. Un climat tendu qui reflète une situation marquée par un taux de chômage élevé, des problèmes sécuritaires accrus, une perte de compétitivité des entreprises, le tout dans un contexte géopolitique régional instable. Comme l'explique Hendesh Naoui, journaliste tunisienne. Cette situation, évidemment, en fait, c'est un ras-le-bol général de ce qui se passe dans le pays, de 5 ans d'attente en fait pour un changement, un réel changement, puisqu'il n'y a rien à changer depuis 2010. La jeunesse dans les régions conteste contre la discrimination économique et politique et contre la marginalisation de leur région. Ça s'est donc manifesté dans les sit-ins, les manifestations, les rassemblements, les marches contre l'austérité, contre aussi la corruption, la mauvaise gestion, le népotisme et toutes sortes de pratiques politiques qui font en sorte que la pauvreté reste, le chômage est encore en hausse, etc. Et je voudrais aussi mentionner au fait que ces mouvements sont totalement pacifiques. Donc la violence qu'il y a eu, en fait, elle était très très marginale par rapport à tout le mouvement, que ce soit dans les régions à Tunis, dans la capitale, et que voilà, encore une fois, en fait, il y a les masses médias et aussi le discours politique omet l'avantage ou bien le privilège que nous avons encore en Tunisie, ça veut dire des mouvements contestataires pacifiques, et essaye de mettre la lumière sur la violence qui était réellement marginale. En plus des problèmes socio-économiques du pays, la scène politique tunisienne semble être touchée par une forte secousse mettant à rude épreuve le parti au pouvoir de Nida Tounes. Ennahda devient le premier parti majoritaire au Parlement après la décision annoncée par 22 députés de quitter les rangs de Nida Tounes. Une nouvelle reconfiguration politique semble se dessiner puisque le parti dominant au gouvernement perd son statut de premier groupe parlementaire à l'Assemblée des représentants du peuple au profit de son ancien rival devenu son partenaire. Peut-on dire que la stabilité de la transition tunisienne est mise à l'épreuve? Riyad Sidawi, politologue et spécialiste du Moyen-Orient, nous répond. Au point de vue sciences politiques, la Tunisie actuellement est en train de vivre toujours ce que nous appelons la fièvre révolutionnaire. Ça veut dire après la chute du dictateur, l'homme de la rue sent un pouvoir, qu'il a un pouvoir et que peut mobiliser et qu'il peut aussi imposer ses opinions, ses choix, même pas par le biais du Parlement et par le biais des élites politiques. Ce qui se passe actuellement en Tunisie par rapport à ces manifestations sociales, des contestations sociales. L'autre approche, c'est l'approche structurelle, institutionnelle. Le régime tunisien est un régime parlementaire, et plus parlementaire que présidentiel. Le président de la République, en théorie, n'a que 2 compétences, la défense et les affaires étrangères. Il ne peut pas intervenir ou décider de tout ce qui est social, économique, transport, éducation, ainsi de suite. L'autre problème avec le système parlementaire, c'est que le système au sein du gouvernement est fragile. Parce que d'un côté, on n'a pas un parti politique à la majorité absolue, afin qu'il gouverne tout seul, comme le cas de la Turquie aujourd'hui. Donc, il faut que le premier parti passe toujours par des coalitions, par des alliances avec d'autres partis qui peuvent à n'importe quel moment retirer leur confiance de ce gouvernement et le gouvernement tombe. Rappelons-le en Italie, pendant les années 80, les gouvernements chutent tous les 2-3 mois. C'est un petit peu la Tunisie, puisque le système est parlementaire et le système parlementaire est très fragile quand on parle du gouvernement. Alors aujourd'hui, évidemment, le Nida classique qui a gagné les élections de 2014, n'est plus le même. Aujourd'hui, il est divisé, même plus que 2 branches, presque 3 branches, et peut-être d'autres indépendants. Donc, il devient automatiquement derrière Ennahda. Justement, à qui profite la crise au sein de Nida Tounes? Évidemment, Ennahda, c'est le premier qui a profité de cette situation. Elle est le premier politique au Parlement. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? À mon avis, elle va continuer une alliance étroite, très étroite, avec Beji Caïd Sebsi et Nida Tounes, ou ce qui reste de Nida Tounes. Et maintenant, c'est que Beji Caïd Sebsi devient en fait l'otage de Ennahda, parce que Ennahda a un plan à long terme,
c'est un parti qui est fondé depuis les années 70. Or, Midas, c'était un front qui s'est éclaté dès qu'il est arrivé au pouvoir. Aujourd'hui, la situation sociale, elle est chaotique, il faut l'avouer. Et en plus, le système parlementaire est très très fragile pour la Tunisie. Alors justement, vous avez parlé tout à l'heure d'alliance. Est-ce qu'on assiste ici à une nouvelle alliance stratégique entre deux courants, mais conservateurs, au détriment des progressistes, selon vous? Ce qui est bien aussi, après l'alliance entre Bachir el-Sisi et la Tunisie a quitté cette sphère de conflit ou de division entre ce que nous appelons à l'époque les laïcs et les islamistes. Soit un musulman islamiste, soit un laïc. Non, c'était pas un conflit raisonnable pour une révolution sociale comme la révolution tunisienne. Donc, au moins aujourd'hui, la Tunisie entre un État qui existe avec ses services de renseignement, sa police, ses structures, son armée nationale, et ne pas donner l'alternative. Comme c'était passé le cas en Irak en 2003, on laisse le chaos. Évidemment, le terrorisme prospère dans le chaos. Le terrorisme cherche toujours les États fragiles, les États en transition et les États qui n'existent plus, ou les espaces où il n'y a plus d'État. L'exemple d'Afghanistan, de Mali, de Somalie, de la Libye, une partie de l'Irak, une partie de la Syrie. Et il s'est encouragé. Daesh à Sirte existe depuis presque 2 ans avec des drapeaux noirs et c'est officiel. Daesh à Sirte, par exemple, n'est pas une cellule terroriste dormante, mais tout simplement c'est un micro-État terroriste. Il n'est pas reconnu par l'ONU, mais en réalité c'est un fait accompli. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, il y a le fonctionnalisme. Les mouvements terroristes sont en train de travailler consciemment ou inconsciemment pour des plans de partage de ces pays. Bernard Bajolet, le patron de la DGSE française, ça veut dire la Direction générale de sécurité étrangère française, le 27 octobre 2015 a déclaré, après une réunion avec ses homologues occidentaux, que oublier les anciens quarts de la Syrie et de l'Irak. On a des nouvelles cartes. C'est la même chose, il y a une tentative de diviser la Libye, soit en 3 États, les États historiques, la Cyrénaïque, puis Fezzan, puis la Tripolitaine, ou même plus, parce qu'aujourd'hui, on a 5 ou 6 micro-États. Donc, la situation chaotique libyenne aujourd'hui ne gêne que ses voisins, mais je ne pense pas que ça gêne trop les pays occidentaux. Et finalement, quelle est la solution au conflit libyen, M. Riyad Sidawi? À vous entendre, vous êtes très pessimiste sur la situation en Libye. Du moment que la solution militaire n'est pas la solution, est-ce qu'aujourd'hui, la solution politique peut sortir le pays, la Libye, de ce chaos, de ce conflit? La solution ne pourrait être que politique, évidemment, mais on doit avoir des conditions pour cette solution. La première, c'est le nationalisme libyen. Il est où le nationalisme libyen? À mon avis, il est absent jusqu'à nos jours, parce qu'on voit des Libyens qui sont attachés à des États étrangers, et qui sont étrangers, que ce soit arabes ou occidentaux, que leur propre intérêt de leur propre population. Moi, je pense même que sociologiquement parlant, en connaissant de la Libye, la tribu libyenne, cette composition sociale classique et traditionnelle, pourrait être peut-être plus efficace que ces nouveaux partis politiques qui ont été créés en majorité à l'étranger, à Londres ou ailleurs, et qui gouvernent aujourd'hui des îlots et des minuscules d'États. Alors, la tribu reste une famille ou un groupe social traditionnel peut-être plus efficace que ces partis. Donc, il faut avoir une culture de la conciliation, il faut avoir une conférence nationale tout d'abord, et à mon avis, les acteurs principaux doivent être les tribus, avant même les partis politiques, dont on a vu l'inefficacité totale, et puis démanteler toutes ces milices, désarmer toutes ces milices, créer une armée nationale libyenne, et trouver un gouvernement de coalition nationale